Merci Lorena pour la merveilleuse présentation. Meilleure introduction que j'ai eue jusqu'à présent. Thank you all for being here. You guys could have been anywhere in the world. Not really, but merci d'être ici quand même. Vous allez voir, la conversation va vraiment être en anglais et en français ici. C'est comme ça que moi et Anna, on communique. Voilà. So, on va juste vous laisser ça savoir en avance. Ensuite, aujourd'hui, vous allez voir, ça va vraiment être une belle expérience. On va vous parler un peu de, our story, why we created Never Was Average, why we relate to the theme Underdog. Et par la suite, ce qu'on va faire également, on veut vraiment que ça soit une conversation. Donc, après les 20 premières minutes, on va tous discuter en groupe ensemble. Donc, on veut aussi savoir de votre côté à vous pourquoi vous êtes ici. So, préparez-vous à engager avec nous. So before we start, it's very important for us to do a land acknowledgement. So on va procéder avec une reconnaissance territoriale, puis après ça, on va commencer à avoir du fun, OK? Donc, je vais juste la lire. Nous sommes ici aujourd'hui sur un territoire non cédé, connu sous le nom de Tiohtià:ke, et comme Montréal pour bien d'autres. Cette terre est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Nous sommes reconnaissants aux Kanien'kehá:ka qui continuent de prendre soin de cette terre. Et aujourd'hui, je vais vous demander à vous comment vous pouvez prendre soin de cette terre et aussi de réfléchir à qu'est-ce qui vous a amené sur cette terre. Donc, c'est ça. Good, nice. So, en gros, comme vous en avez expliqué un peu plus tôt today, basically what we aim to do is just to not only express to you all why we relate to a theme underdog, but also to express the benefits of being an underdog. Et à travers notre parcours, at first, we didn't really connect with the word underdog. We didn't really know that we were underdogs. But I think for us, as as a black man and a black woman, we were underdogs by default. So, et on a appris à travers notre parcours qu'il y a beaucoup d'avantages à être un underdog. So, on va aller avec, un peu vraiment, avant même qu'on rentre dans dans la conversation, on va vous parler un peu de où on vient, comment qu'on a commencé tout ça. So basically, we're not your average creatives, and we'll tell you why. Donc, c'est pour, si vous pouvez voir, c'est un jeu de mots avec Never Was Average. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, mais pourquoi Never Was Average? Mais justement, c'est quand on n'est pas dans la moyenne, on n'est dans aucune boîte. On crée nos propres boîtes, en fait. Pourquoi qu'on dit not your average creative? C'est que depuis le début, donc si je fais un retour en 2010-2011, moi, j'ai eu l'opportunité de voyager en Europe, faire un mois après avoir terminé mon DEC. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'événements pop-up shop qui se faisaient. Donc, des pop-up shops, c'est vraiment des designers, des marques qui s'attendaient pas à être dans des boutiques. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils louaient un espace et ils vendaient leurs propres produits. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je me suis dit, comment on peut amener ça à Montréal? Mais encore là, de ne pas voler l'idée de quelqu'un, parce qu'à la fin, ce n'est pas nous qui avons inventé les pop-up shops, mais c'était de voir comment on peut le mettre à une saveur montréalaise. Et de 2010 à 2013, c'est vraiment ça, c'est qu'on s'est fait connaître à travers nos pop-up shops. On a créé un trend. On a voulu justement mettre tous les créatifs, tous les entrepreneurs, tous les doers, makers ensemble dans un espace pour qu'ils puissent discuter de leur haut et leur bas, d'être des entrepreneurs, de créer quelque chose. Et je pense que justement, sachant ça aujourd'hui, quand on le faisait dans le moment, on ne savait pas qu'on était des trendsetters pour le mouvement des pop-up shops. Et c'est vraiment comme en faisant nos recherches avec la COVID en 2020 qu'on a vu tout ce qu'on a fait, puis on était comme, ouais, on a vraiment set the trend pour des pop-up shops. Et aujourd'hui, tu ne peux pas être une marque et ne pas faire un pop-up shop, comme c'est comme la base. Donc, c'est vraiment comme, c'est pour ça qu'on se dit qu'on est vraiment des creatives, parce que puis on n'est pas ton average creative, parce que justement, toutes les idées qu'on voyait, on voulait tout le temps trouver une façon de, OK, comment on peut l'amener pour la communauté à Montréal? Puis pour ajouter sur ce qu'elle vient de dire, c'est que, parce qu'il y avait réellement un besoin pour les créateurs, pour les local designers à Montréal. En 2010-2011, c'était vraiment difficile pour un designer de amener ses produits en boutique. Mais
ce que nous, on a décidé de faire, c'est de créer ce marché-là pour eux, de connecter les designers avec des consommateurs qui voulaient magasiner local. Donc, on a fait le travail de non seulement créer un marché pour ces designers-là, mais on a aussi sensibilisé notre communauté sur l'importance de magasiner local et de supporter, support your local designer. Et tout ça, ça a vraiment créé une communauté vraiment forte qui nous a amené par la suite à focuser un peu et voir le marché pour les hommes également. Et c'est ça qui nous a amené à créer donc des pop-up shops à un magasin de vêtements pour hommes. En fait, je dirais plus une boutique parce que c'était vraiment des vêtements exclusifs, limités qu'on offrait dans notre magasin. Et grâce à ça, encore une fois, on a réussi vraiment à créer des liens avec une communauté. Maintenant, les designers avaient un espace où ils pouvaient venir présenter leur collection. On n'acceptait pas tout le monde, évidemment. C'est sûr, ça devait respecter notre ligne directrice, mais au moins, maintenant, ils avaient une porte où ils pouvaient aller cogner et avoir cette conversation-là. Et de là aussi, pour nous, la boutique s'appelait Boutique 363. On était basically like in Little Italy. Je dis toujours Petite Italie, mais tu me dis toujours non, c'est comme plus beau bien. Yeah, Petite Patrie. So, on a été là pour une couple d'années. Pour nous, on est en train de vivre notre rêve. Encore une fois, then we were like, I think I was like 24, 23, just living out my dream, living my best life, basically. Mais en même temps, on a vécu beaucoup de choses. On a fait face à beaucoup d'obstacles. Nous, à ce moment-là, on pensait que, OK, we're just like, ça fait partie d'être un entrepreneur. Mais aujourd'hui, avec tout le travail qu'on sait, on connaît le langage, le vocabulaire. On a vécu beaucoup de micro-agressions, injustices. Et en fait, on était vraiment des underdogs. Yeah, à la base, Ouais. Mais on avait tellement un drive et une passion de juste poursuivre notre rêve. Et en même temps, on était devenu comme une inspiration pour les personnes de notre communauté. Parce que dans mon quartier à moi, c'était unheard of for a black person to own like his own store or own business. Et à un jeune âge également. Donc, I kind of felt like I had this responsibility to not only lead the way, but show them that it's possible, And les gens venaient à notre magasin, ils s'assoyaient, puis ils nous posaient 1 million de questions. So mind you, on essaie de basically run un magasin. We have never done this before. So we don't know what the fuck we're doing. My bad for cursing. But on est dans le magasin, on sait pas quoi faire, puis you got like 100 people coming in every day asking questions. Listen, I want to get this project going. How do I go about it? Et nous, on prenait littéralement le temps de s'asseoir et leur donner toutes les connaissances qu'on avait. So, c'était vraiment comme un espace communautaire également. Et ça nous a vraiment motivés à juste comme pousser puis aller plus loin parce qu'on a réalisé que ça veut dire qu'il y avait tellement un manque de représentation de notre société que les gens de notre communauté n'arrivaient même plus à rêver. Que pour eux, c'était comme impossible pour eux de faire ces choses-là, right? So, on s'est dit comment que on peut créer une plateforme ou un projet où on va pouvoir repartager nos connaissances et inspirer notre communauté à juste rêver et agir sur leurs rêves. Donc, c'est de là que Never Was Average est réellement né. C'était vraiment de dire, OK, je pense que c'est là que notre higher purpose a été créé. C'est de réaliser que OK, on a une responsabilité à inspirer et de montrer le chemin à notre communauté. Puis aussi, juste pour ajouter le fait qu'on n'avait pas besoin de bâtir une communauté. Il y avait déjà plein de personnes qui nous connaissaient. Puis pour nous, c'était un moyen de leur dire, voici comment qu'on va redonner aux personnes qui nous ont suivis depuis le début. Puis c'était vraiment je pense que c'est vraiment notre motivation d'avoir fait Never Was Average. À la base, c'était vraiment comme les personnes qui venaient nous voir en boutique, comme c'était vraiment comme notre cadeau. Exact. So, pour nous, quand on pense à Underdog, il y a beaucoup de choses qui... Ça, c'est juste des photos ici pour vous montrer un peu à quoi ressemblait la boutique. La majorité des trucs que vous voyez ici, il y en a comme des marques locales ici. En tout cas, moi, une des choses que j'adorais beaucoup de la boutique, c'était l'esthétique. Anna, elle a vraiment tué comme toute l'amélioration locative et tout ça. C'était un de mes endroits préférés, honnêtement. C'est à ça que la boutique ressemblait. So, quand on pense à Underdog,
Il y a ce quote-là de Beyoncé, you know, qui sont des fans de Beyoncé ici. Tout le monde devrait lever sa main. Okay, good, nice. Okay, we're on the same frequency. I like that. So I don't like to gamble, and that's a fact. I hate gambling, like honestly. But if there's one thing I'm willing to bet on, it's myself. Et ce quote-là, it really resonated with me because I kind of feel like one of the reasons why I had to bet on myself is because no one else would do it. You know, and à ce moment-là, tu dois prendre une décision. C'est est-ce que tu décides de rien faire ou tu décides de croire en toi, croire en tes rêves et de réaliser que tu as la capacité de réaliser tous les rêves que tu veux. C'est juste, yes, you're gonna have to work hard, comme ils disent, mais it's feasible, you know. Et je pense que souvent, on vit, la société, le système nous fait croire que, you know, like, une opportunité doit venir de quelqu'un qui est plus haut de toi. And then we forget that we have the ability to create our own opportunities. You know, oui, on a moins de ressources. Oui, tu peux avoir moins d'argent, moins de pouvoir. Mais à la fin de la journée, on a tous de la créativité et c'est la créativité qui va t'amener au résultat que tu veux. You know, so, pour nous, quand on a commencé un peu Never Was Average, c'était important de créer des conversations. Puis je vais laisser Anna vous expliquer exactement comment ces conversations-là ont commencé. Parce que honnêtement, moi, quand elle m'a présenté cette idée-là, j'étais la underdog. Yeah, ils comprenaient pas. Entre nous deux, elle était l'underdog. Entre nous deux, parce que quand elle m'a présenté l'idée, j'ai juste fait comme, hein? Donc, comment ça a commencé, c'est qu'en 2016, on a fait un événement, une exposition avec une artiste qui s'appelle Niti Marseille-Muel. En 2016, je pense que c'était un peu le début d'Instagram, de justement toutes les plateformes qui utilisaient la photo pour partager des histoires, partager surtout pour les femmes en fait. Et je me suis dit que je ne me voyais pas en faire ce que je suivais. Donc c'était des vraiment beaux projets des photos qui parlaient des sujets comme le féminisme, le corps de la femme, etc. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc avec Nissé, je lui ai proposé, je lui disais, j'ai ça en tête, je ne sais pas pourquoi, c'est The Woman Power, je veux faire une exposition, je n'ai jamais fait d'exposition, on l'a fait. Donc à partir de là, on a fait l'exposition, ça a super bien fonctionné. On avait un petit espace sur Avenue du Parc qui était espace pop, minuscule, mais il y avait peut-être une centaine de personnes qui sont venues. Puis c'est vraiment là qu'on a vu qu'il y avait quelque chose. Je pense que les femmes et les femmes de l'université avaient besoin d'un espace entre elles pour discuter, pour se voir. Et je me souviens, je disais à Harry, je ne peux pas juste faire une exposition puis ça reste là. Donc, en 2017, en février 2016, c'est le mois d'Histoire des Noirs. Et je me suis dit, OK, comment on peut prendre toutes les personnes qui sont venues à notre exposition et ramener dans un espace et discuter de ce qu'on leur a présenté en images. Et on a fait le premier sisterhood. Celui-ci, c'était spécifiquement pour les femmes noires. C'était quand même ouvert à toutes. Et c'est là qu'on a eu 50 femmes qui ne se connaissent pas, qui sont venues discuter toute une journée. Lui, il n'a vraiment pas compris qu'est-ce qui se passait. Il était comme, mais qu'est-ce qui se passe? Les femmes pleuraient, tout le monde parlait, tout le monde riait, tout le monde partageait, personne ne se connaissait. Puis je pense que justement, c'était là qu'on a cliqué, qu'on est comme, OK, il y a quelque chose, Never Was Average doit commencer maintenant. On ne sait pas encore c'est quoi, mais je sais que les conversations, on en a besoin en ce moment. Je pense que justement, avec toute la venue des réseaux sociaux, tout le monde est sur le sel, tout le monde parle virtuellement, mais il n'y avait pas une connexion humaine. Puis c'est vraiment là qu'on a fait. J'ai dit, écoute, voici qu'est-ce qui se passe. We gotta make this thing happen. Comme, il faut trouver une façon que ce soit notre travail full-time. Et c'est là qu'on a créé des espaces positifs, en fait, qui étaient le Sisterhood. Pendant près d'un an, on a fait, je pense, peut-être 5 espaces. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est pas moi qui présenter les studios. C'était pas moi qui étais facilitatrice, je voulais pas mettre mon visage devant, je voulais juste créer un espace pour que les personnes se sentent à l'aise de discuter. Et par la suite, je me souviens, j'avais vu une fille sur Instagram qui faisait la même chose aux États-Unis,
Et elle avait réussi à avoir, je pense, la marque CoverGirl ou Coach qui ont sponsor son événement. Puis je me suis dit, ooh, there's something. Si quelqu'un sponsor un événement de conversation, c'est sûr qu'il y a quelque chose ici, qu'on doit faire la même chose à Montréal. Yes, définitivement. Et est-ce que tout le monde a son sel avec vous avez votre sel? Ok, so, prenez votre sel, allez sur Instagram. J'espère que vous avez Instagram. Non. So, vous allez sur Instagram et allez chercher le compte Never's Average. Vous allez voir, vous allez préparer un petit post juste pour vous donner un peu des visuels pour savoir à quoi ça ressemble l'exercice de Hood. Vous allez voir. C'est la photo ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Cette photo est importante. Ça, c'était la photo du premier sisterhood qu'on a fait en 2016, c'est ça? 2017. Et ça, c'est l'événement que je vous dis où est-ce que j'étais comme, what is happening here? You know, mais ça, c'était un événement comme mémorable. Pourquoi? Parce que, comme je dis, c'est là qu'on a réalisé l'importance des conversations pour les communautés. Et que c'était quelque chose qu'on devait faire comme on a monthly basis. Ensuite, à ces conversations-là, on a eu beaucoup, il y en a eu des défis aussi à surmonter parce que pour nous, en même temps qu'on a réalisé l'importance de ces conversations-là, l'impact que ça avait sur une personne, on s'est dit, OK, comment on peut créer ces espaces-là et faire en sorte que ça soit accessible? Parce qu'à ce moment-là, again, we basically had to come out of pocket to put these events together, these conversations together. And we had to charge people like $10 to attend a conversation, but for us it kind of felt like, people shouldn't have to pay for this. Conversations should be free. Ça devrait pas être, it shouldn't be a deal breaker for someone de se dire, OK, est-ce que je mets un $10 ici ou je mets un $10 exemple pour acheter, I don't know, qu'est-ce que tu peux acheter pour $10? Un café au Starbucks. Café au Starbucks, c'est une conversation, but anyway. So le but c'est juste de s'assurer que comme l'argent ce soit pas un problème. So, comme elle a mentionné, c'est de trouver aussi comment on allait pouvoir trouver un business model, qui allait fonctionner et qui allait bénéficier de la communauté. So c'est là qu'on s'est dit, OK, on a besoin de trouver un partenaire qui va nous aider à justement financer ces projets-là, comme ça on n'aura pas besoin de charger la communauté. Et c'est ça un peu l'approche avec Never's Average. Tout ce qu'on fait, on ne charge presque jamais la communauté parce qu'on veut rendre ça accessible. On est là vraiment pour créer un espace où les gens puissent se développer personnellement et créer des connexions. Et on veut aussi que justement, à la fin, c'est une communauté, la conversation. Tout le monde peut discuter. Comme aujourd'hui, il y a plein de idées sur le de la conversation. Alors pourquoi on devrait charger quelqu'un pour ça? Donc, c'est vraiment, je pense que justement, comme je disais tantôt, notre créativité, c'était de voir comment on peut rendre la conversation quelque chose de tellement simple, mais cool maintenant. Puis ce qui est important à mentionner aussi, c'est que les gens ne comprenaient pas la vision non plus. Parce que les gens se disent, OK, mais pourquoi des conversations? Je peux avoir une conversation avec mon ami aujourd'hui. Pourquoi je vais venir là-bas? Je vais venir discuter avec des étrangers. On avait beaucoup un peu de sensibilisation à faire également et de montrer aux gens que ces conversations-là, en fait, c'était un espace où est-ce que tu allais pouvoir venir partager, écouter, sans être jugé. Parce que même avec nos amis, il y a des conversations et tu sais que tu vas pas avoir des amis parce que oui, vous êtes des amis, mais tu as quand même peur d'être jugé par ton ami. Ouais, mais quand tu es assis à la table avec des étrangers, vous êtes tous là pour un sujet en commun, ton ouverture, elle se fait vraiment plus facilement. Et donc, nous, cet impact-là, puis qu'on a vu qu'après ça, le feedback qu'on recevait des personnes qui venaient, c'était vraiment, pour eux, c'était des conversations qui étaient thérapeutiques. C'était vraiment une forme de thérapie. On ne disait pas aussi que comme ça remplace la thérapie, mais c'est beaucoup plus accessible que la thérapie. C'est moins intimidant. Et le fait d'être à une table et d'entendre 20 différentes perspectives, tu ressors de là avec vraiment beaucoup de richesse en termes d'informations sur un sujet. Ça, c'est les différentes choses qu'on a dû surmonter un peu en fait pour créer ces espaces-là. C'est là que, et par la suite, on est tombé sur Lululemon, donc c'est eux qu'on a pu faire un partenariat avec eux pour créer ces conversations mensuellement. Et je pense que le plus gros
défi qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment c'est la demande. C'est que vu que nos conversations sont like for 20, 25 people, on a commencé à avoir des listes d'attente de comme 100 personnes, 150 personnes. So, une conversation par mois, c'était plus assez. You know, on recevait des messages comme. On recevait des messages des gens qui n'étaient pas contents. Vraiment pas contents parce que ça fait comme 6 mois j'essaie d'avoir un billet, je ne suis pas capable d'avoir un billet. You know, fait que ça voulait juste de montrer à quel point il y avait un besoin réel. Puis aussi, juste pour terminer avec les conversations, justement, quand on dit Not Your Average Creative, on était vraiment Not Your Average Facilitator parce qu'on a dû être des facilitateurs pour ces conversations-là. Il fallait juste voir comment on devait modérer les conversations. On n'a jamais fait ça avant. Donc, pour nous, justement, quand on dit on the dog, c'est vraiment, on n'a pas étudié là-dedans, on a juste peut-être lu quelques livres, écouté quelques podcasts pour regarder comment on peut appliquer ce qu'on pense qui est intéressant pour nous. Donc, c'est encore là pour revenir à notre average creative. Donc, c'est vraiment utiliser notre creative thinking pour continuer les conversations. Ouais. Maintenant, ouais, on voulait juste vous montrer que c'est une facilitateurs. ouais. So, ensuite, je pense un autre code qui est vraiment, on s'identifie vraiment, c'est le code de 50 Cent qui dit Hate it or love it, the dogs on top. Qui se rappelle de c'est quel beat, c'est quelle chanson ça? Vous savez pas? Thank you, please. Thank you, my guy. Thank you. OK. Après cette conversation, allez chercher sur YouTube The Game featuring 50 Cent, Say That I Love It. Please, like, this is classic. But anyway, that's beside the point. So, je pense que pour nous, qu'est-ce qu'on veut dire par ce code-là, c'est que à la fin, quand tu investis sur toi-même, je pense qu'il n'y a pas une meilleure, plus grande satisfaction de réaliser quelque chose que les gens ont dit que tu ne pouvais pas faire. Pour nous, d'amener cette représentation-là pour notre communauté, it's truly a motivation. Et la reconnaissance qu'on a, elle est immense. Parce que quand tu investis sur toi-même encore, c'est que tu donnes une chance de gagner comme vraiment big. You know, I kind of feel like when you're an underdog, you know, you don't have anything to lose and everything to gain and to win, you know. Et quand tu gagnes, like, you're becoming a Hall of Famer, you're making history because you've defeated the odds, you know, you went against the grain and you won, you know. Et so, nous, on a un projet qui témoigne beaucoup de ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le plus gros projet qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui en termes de la signification du projet. Est-ce que vous avez entendu de la fresque qui a été réalisée il y a comme 2 semaines de ça? Cette fresque-là ici? Donc, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on veut vraiment parler de la fresque parce que pour nous, c'est vraiment comme le fruit d'un travail qu'on a fait depuis, je vais même dire juste depuis les pop-up shops, depuis la dernière décennie. Comme ça, c'est comme le meilleur cadeau qu'on aurait pu avoir quand la Fondation Dynastie nous a approchés pour travailler sur la fresque. Obviously, on allait dire oui, parce qu'on dirait non, mais on s'est dit c'est le moment de justement montrer qui est Never Was Average et pourquoi on le fait. Et le plus important pour la presse, sérieusement, c'est qu'on a réussi à avoir une vingtaine d'artistes, 18 artistes qui ont fait la fresque en fait. Comme c'était vraiment ça le meilleur impact pour nous, là, comme c'est la meilleure chose qui s'est passée en 2020, malgré que si on est obligé de dire Black Lives Matter puis la vie des Noirs compte, mais juste une des raisons principales, c'est tout le travail qu'on a fait d'être 2 personnes noires, moi je Montréal-Nord, à Rivière-Virée. Avant la gentrification, c'est avant la gentrification qui vient de se dire. Mais personne n'aurait imaginé qu'on serait aujourd'hui là à parler devant vous. Donc pour nous, c'est vraiment comme un blessing, comme on est vraiment reconnaissant. Puis je pense que c'est ça encore qui nous motive à faire encore
plus. Fait que, tu sais, oui, ça c'est fait, puis je sais que quand on est comme, qu'est-ce qu'on peut faire de plus gros encore, juste pour prouver à toutes les personnes qui n'ont pas cru en nous qu'on est là pour rester, en fait. Et puis je pense que ce qui est important de mentionner, c'est qu'on n'a jamais fait ça avant. Quand on a été proposé le projet, on dit presque jamais non à tous les projets artistiques parce qu'on adore ça. So, quand on nous a demandé de faire cette murale-là, obviously we said yes, but then on s'est regardé dans les yeux, on a dit shit, on fait quoi maintenant, you know? So, again, on est retourné dans qu'est-ce qu'on fait toujours, you know, notre créativité. So, what we do basically, you know, we do research. So, on a vraiment fait des recherches sur savoir exactement, ok, comment que tu fais une murale. Parce qu'à la fin de la journée, la première question qu'on s'est posée, c'est comme, ok, on a besoin de peinture, beaucoup de peinture. You know? So, c'était aussi de comprendre, c'est également, ok, une fois qu'on c'est le temps d'exécuter le projet, il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû s'adapter parce que tu peux te préparer comme tu veux, mais quand tu n'as pas l'expérience, il y a des choses que tu n'arrives pas à anticiper. Exemple, on a fait le layout, right? On avait le design était merveilleux, but then we get on site, right? To put the letters down, et on réalise que ça ne fonctionne pas dans le calcul. Pourquoi? Parce que comme tous les calculs qu'on avait fait, la rue, en gros, elle n'était pas even faite. Tous les calculs étaient off. Donc sur place, on a dû réajuster tout ça. Là. Tu vois le Black Lives Matter ici, initialement devait être au milieu, mais à cause des deux terrasses qui étaient là. C'est toutes des choses que justement, en tant que créatif, on trouve des solutions, on s'adapte rapidement. Puis c'est vraiment ça les voies à bridge, c'est que malgré toutes les choses qui ne fonctionnent pas bien, c'est de tout le temps de trouver des solutions positives à n'importe quel truc qui peut se passer. Exact, c'est ça être un underdog, you know, c'est resiliency, c'est de ne pas arrêter un obstacle. You know, à la fin de la journée, on s'est lancé dedans et on s'est dit on va terminer no matter what. Et je dois grandement aussi remercier la communauté parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait tout seul. You know, on avait plus de 100 bénévoles. Je ne vais même pas les appeler des bénévoles parce que pour nous, c'était des gens de notre communauté qui sont venus nous aider à faire ça, à tracer les lettres, à réajuster les calculs. On a comme plus de 20 organismes de la communauté qui sont venus peinturer l'intérieur de chacune des lettres pour que le lendemain, parce que c'était un processus de 2 jours, la première journée, on a tracé les lettres. La deuxième journée, les artistes sont venus faire leurs œuvres. Donc 19 artistes et l'impact de ce projet-là pour nous, c'est de là maintenant c'est dans notre communauté se sent écouté parce que ça envoie un message à toute la société. T'sais. Ensuite, pour nous personnellement, ce qu'on a vraiment aimé à travers ce projet-là, c'est qu'on a réussi à supporter 19 artistes dans un moment où c'est très difficile pour eux. Like in the middle of COVID, you know, pour eux, ils avaient des millions de projets qui sont postponed à cause de la COVID. Et not only that, but also they all got paid, which is like a very difficult thing for artists in the city. So pour nous ça c'est vraiment important, c'est des points vraiment comme magiques pour nous. Et obviously le fait que ça a fait le tour du monde et ça a inclus Montréal dans la grande conversation sur le racisme et les injustices qui se font à travers le monde. Et aussi également, parce qu'à la fin de la journée, on est là pour créer des conversations et cette fresque-là a créé une grande conversation à Montréal et au reste du Québec. We have like politicians, qui nous écrivent pour venir à la fête pour savoir, avoir plus d'informations et tout ça. So, pour nous, c'est un projet qui était vraiment important.